Cher Jackie, pour les 30 ans de Côté Court, tu m'as demandé une lettre vidéo. C'est le temps gris du confinement, je me sens incapable de tourner quoi que ce soit. Je n'ai pas d'autre énergie que de faire mes placards. J'ai retrouvé ces 2 bobines de Super 8, dont j'ai perdu les sons. Je parle d'un temps où la lettre vidéo n'existait pas. Je parle d'un temps où seul le cinéma existait, c'est-à-dire la danse du couteau de la lumière sur la pellicule encore vierge. Nous sommes en 1979. J'ai 18 ans. Je tourne mon premier film. Je fais jouer mes profs. Ici, Madame Krebs, notre prof de sciences nat. C'est elle qui nous dispense nos premiers cours d'éducation sexuelle, autorisés par la circulaire Fontanet. Là, c'est Christelle. Christelle a 3 ans de plus que moi. Je l'avais rencontrée à l'aumônerie du lycée. J'étais secrètement amoureux d'elle. Voici son père. Pour que Christelle puisse jouer dans mon film, j'avais demandé à son père de tenir un rôle que je lui présentais comme principal. Ma ruse fonctionna à merveille. Mon espoir secret en tournant un film était de savoir si mes sentiments étaient partagés. Christelle était une vraie déesse. Elle arrivait en vélo de la piscine et sa selle restait toute humide de l'empreinte de son slip mouillé. Avant de la suivre et d'entrer dans l'aumônerie, je posai mon visage sur cette selle, confidente du mystère. Son père, M. Schmitt, était le proviseur du lycée. Il n'était pas très ravi d'être là, surtout un week-end de Pentecôte, mais j'avais exercé un petit chantage sur lui. S'il participait à mon film, alors j'irais en hippocagne, comme il me pressait instamment de le faire. Je n'ai pas fini ce film, mais je me suis tenu à cette promesse. Christelle avait changé de corsage pour jouer la scène de l'empoisonnement. Je lui avais glissé une alliance au doigt. Ah, ça, c'est Monsieur Bouloche. C'est tourné un petit peu plus tard. C'est tourné dans la cabine téléphonique du parking du lycée. Monsieur Bouloche était notre prof de français. Par l'indiscrétion d'un surveillant, j'avais appris qu'il avait un penchant pour Madame Krebs et elle avait donc convaincu facilement de jouer dans mon film. Monsieur Bouloche joue le rôle de Poséidon, le dieu des mers et des océans. Ici, dans sa cabine vitrée. Monsieur Bouloche nous avait farci la tête avec les théories du nouveau roman. L'intrigue, le personnage, tout cela, c'était fini. Puisque le héros moderne était mort, je me disais qu'il valait mieux faire parler des êtres surnaturels. J'avais décidé de me tourner vers les dieux. Faire jouer des dieux, mais en costume de ville. Telle était mon idée, dont je ne doutais pas une minute qu'elle fût révolutionnaire. Monsieur Bouloche Poséidon intercède par téléphone auprès de la magicienne Circé, jouée par Christelle, pour sauver la nymphe Scylla, jouée par Madame Krebs, des effets de sa jalousie. Je lui avais demandé de détacher chaque groupe de mots comme pour dicter un télégramme. Personne ne comprenait ce que j'avais écrit. Comme il ne savait pas son texte, je lui avais adjoint les services de Monsieur Debord, notre prof de gym qui passait par là. Monsieur Debord jouait correctement son rôle de souffleur, près de la porte, mais il est resté dans le champ durant toute la prise, compromettant la supplique de Poséidon et le salut de Madame Krebs. Le temps compte pourtant. Monsieur Bouloche, dans sa cabine représentant les océans, tente donc ici une dernière fois l'impossible pour conjurer la vengeance de Circé et empêcher la perte annoncée de la nymphe Scylla. Hélas. Cher Jackie, comme j'imagine que tu es un peu perdu, je vais reprendre le fil de mon histoire. Et tout d'abord, musique. Il y avait un scénario que j'avais écrit d'après les Métamorphoses d'Ovide. Je voulais y mettre ensemble des vierges, des dieux, des déesses et le couteau du sacrifice.
Voici donc la nymphe Scylla, belle, innocente. Elle vivait parmi les Néréides. Un jour, elle marche nue sur le rivage et va se baigner dans une grotte. Elle plaide n'être pour rien dans le désir qu'ont les hommes pour elle. Mais c'est trop tard. Scylla est surprise sortant du bain par le dieu Glaucus qui en est tombé amoureux. L'imprudente le repousse. C'est donc vers Circé que Glaucus se tourne. La magicienne l'accueille dans son palais que borde une forêt sauvage. Glaucus défend vigoureusement sa cause. Circé saurait-elle inverser le cours d'un amour dédaigné ? Il lui demande d'user de ses pouvoirs magiques. L'échange est vif et se termine sur un malentendu. De son côté, Circé est secrètement amoureuse de Glaucus. Elle lui déclare ici sa flamme sans plus de ménagement. « Attache-toi donc à une amante dont les vœux répondent aux tiens et qui brûle d'un égal désir. » C'est ainsi que la fille du soleil se livra à ce dieu barbu et raccourci. Mais l'enflammé Glaucus la repoussa en ces termes puissants. « Que des arbres poussent dans la mer, plutôt que Scylla vivante. Mon amour s'adresse à une autre. » À ces mots, la déesse fut transportée de fureur. Ne pouvant atteindre Glaucus, elle s'en prit donc à sa rivale. De son propre sang, elle infecterait l'eau de sa baignade, la changeant en poison aux effets formidables. C'est ici qu'entre en scène l'empereur des océans, le dieu Poséidon en personne. Du fond des abysses, Poséidon s'adresse à Circé. Pourquoi c'était moi et ce ton péremptoire ? Au moment de notre histoire, Poséidon a renoncé à ses infidélités. Il vit reclus au palais avec sa sage Amphitrite, reposant avec elle sur un lit d'algues, amusés des jeux de leurs tritons enflant leur conque marine. Mais le danger que court Scylla réveille brutalement le désir en lui. Il y a une histoire entre eux. Je vais te la raconter. Les Néréides personnifient les vagues de la mer. Entre une vague et une autre, le regard parfois hésite. Poséidon, à l'heure où il parle à Circé, est obligé par une vision. Il revoit cette première fois ces Néréides en cortège qui dansent devant ses yeux, leurs longues chevelures ruisselant sur leur corps nu. Son désir se porta sur Amphitrite, qu'il fit poursuivre. Tandis que Delphinos tardait à lui ramener l'élu, son regard glissa sur Scylla, la jeune sœur d'Amphitrite. Poséidon finira par épouser l'aîné du cortège, mais sa vie durant, Scylla resta l'écharde dans son cœur du désir inassouvi. Poséidon se sent impuissant. Aidé de Delphinos en blouson de cuir à droite, il menace de submerger l'île de Circé si elle ne suspend pas son projet d'empoisonnement. Mais ces paroles n'ont aucune prise sur elle. Le dénouement fatal approche, c'est l'heure de la baignade de Scylla. Circé va répandre son sang infecté dans l'eau de la grotte. La magicienne s'acharne sur cette nymphe sauvage qui repousse tous ses amants, alors qu'elle, Circé, abusée par ses propres pouvoirs, ne sait plus attirer aucun homme dans sa couche. Scylla, n'ayant pas été enseignée des choses de l'amour par sa mère, qui avait préféré la garder pour elle, deviendra monstre, puis rocher. Après avoir résisté à l'assaut des hommes, elle résistera à l'assaut des vagues, et cela pour toujours. Le film se terminait sur une vision d'horreur. La nymphe innocente, entrant dans l'eau, voit de son sexe la transformation en une trompe à 6 têtes de chien. Voici, mon pauvre Jackie, ce qui trottait dans mon esprit de jouvenceau quelque peu surchauffé. C'est aussi le barbon que je suis devenu qui revisite les notes éparses de ce scénario de 1979. Laissons cette pochade mythologique de côté et parlons un instant cinéma. Personne sur ce tournage ne savait faire un clap. Dès le départ, mon entreprise était vouée à l'échec.
Madame Krebs s'était trop maquillée pour le rôle, cela m'avait mis en colère. Mais comment imposer ma volonté à une femme déjà faite ? Au fond, j'avais mis Madame Krebs au centre du scénario, mais derrière elle, c'est Christelle que je désirais. Et ce désir m'était interdit. Pour la conquérir, il ne fallait pas seulement l'assentiment d'un père. Je devais surmonter ma peur, réussir à la regarder, à lui parler. Je manquais ma cible. Il était plus facile de la déifier que de la rencontrer. Je lui avais vendu le rôle de Circé, alors que c'est elle qui aurait dû jouer Scylla. Ainsi en va-t-il au cinéma, entre la femme de papier du scénario et celle qui survient, telle Vénus sortie des eaux, dans la réalité du tournage. J'écris pénétré du rôle de Scylla, mais c'est Circé qui s'impose à moi, c'est Christelle qui s'impose, enfin charnelle. Combien d'écrans faut-il soulever pour accéder à son désir ? L'amour est je ne sais quoi, qui vient de je ne sais où, et qui finit je ne sais comment. Le plaisir d'aimer sans l'oser dire à ses épines. Impuissant, le cinéma serait ma passion. J'étais dans l'attente de l'unique image, celle du sang versé. Concernant le deuxième tournage, il était urgent d'agir. Des claps imprécis, le moteur ralenti de mon vieux Philips avait eu raison du synchronisme du premier. Je courais le grand risque de ne jamais pouvoir réunir l'image et le son. Sur ce tournage, il y avait l'économe du lycée qui avait été machinot dans sa jeunesse. Il avait bricolé un clap avec des ardoises trouvées dans l'école voisine. Il était venu avec des rails de travelling que je n'ai pas utilisés. J'ai longtemps cru que le cinéma était un art immobile et qu'un homme impuissant parlant dans une cabine téléphonique, c'était le summum de l'art. Il n'osait pas me contredire. Il s'appelait Jackie, comme toi. J'aime voir aujourd'hui son reflet dans la vitre. Son vrai nom était Jacques de Cotigny. Il venait du Nord. Son père était mineur. Il m'avait dit « Sur un plateau, le comédien ne doit avoir qu'une seule chose à penser. » Par exemple, M. Bouloche n'avait qu'à regarder sa montre. Je reviens vers M. Bouloche et lui dis « Poséidon est quelqu'un qui est obsédé par sa montre. » J'étais devenu metteur en scène. Je m'en rends compte aujourd'hui. Mon vrai personnage, c'était Jackie. C'est lui que j'aurais dû filmer. La fiction, toujours, manque le documentaire. La fiction est censée ramener le réel à la vie, mais, comme Orphée pris de doute se retournant vers Eurydice, la fiction se retourne vers le documentaire et le voit disparaître. Ce que m'a dit Jackie sur le cinéma, je ne l'ai pas oublié. Il avait commencé sur Les Tricheurs de Marcel Carné, puis enchaîné quelques tournages de la Nouvelle Vague. Il me parlait d'un âge d'or du cinéma. D'un temps où les machinaux étaient à la fois machinistes de construction et de cinéma. Ils devaient se servir d'un marteau, déplacer et démonter les feuilles de décor, mais aussi installer la caméra, les pieds, les rails de travelling, et enfin mettre un cube sous les pieds de M. Bouloche, qui était trop petit. Pour Jackie, le cinéma était un tout. Plutôt que d'invoquer les dieux, j'aurais dû simplement l'écouter. Jackie m'avait dit un jour « Les cinéastes sont des ingrats. Ils sont toujours pressés. Ils ne se retournent jamais. Au fond, des complices, on ne fait jamais l'histoire. » Aujourd'hui, c'est à toi, Jackie Évrard, que je dédie ce film. Toi qui nous accompagnes depuis 30 ans, dans ta maison ouverte à tous les vents, bien plus respirable que cette cabine où j'avais enfermé le cinéma.
je me retourne pour te dire merci.